iglesias. El sujeto siente la necesidad de empatizar y de integrarse al pensamiento de sus seres queridos para sentirse que pertenece. Vemos que muchas veces ni siquiera se cuestionan estos mensajes. Parecen como grabados desde siempre, como si fueran mensajes inalterables. Pero no es así. Los mensajes transmitidos pueden reescribirse. Esa es la apuesta del psicoanálisis. Y por ello el psicoanálisis tiene un lugar muy importante para que pueda haber cambios en el pensamiento de algunos sujetos que llegan a nuestro consultorio con pensamientos e ideas que están en el campo del fanatismo, pero que se las cuestionan y que quieren empezar a vivir con ideas propias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención tan clara y con tanto contenido como te caracteriza. Voy a darte otra vez la palabra, Cristina, además de las gracias, para que puedas coordinar la mesa de comentarios tanto en español como en francés. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, querida Estrella. Vamos a iniciar entonces con nuestra mesa para poder aprovechar que tenemos con nosotros a los franceses del grupo CERT y poder dirigirles algunas preguntas o comentarios que cada quien tenga. Veo que Matilde ha salido de la participación, así es de que, bueno, la pregunta que había para ella se la pasaremos por escrito. Je vois que notre chère collègue Mathilde, malheureusement, a dû partir. Donc, les questions qu'on avait pour elle, on va les mettre par écrit, par mail. Pero los demás colegas, por favor, si hay preguntas, háganmelas llegar para que yo pueda traducir y en lo que se las van pensando, yo voy a iniciar. Je vais commencer avec Mary Letessier. J'ai trouvé très intéressant votre texte et je voudrais faire quelques commentaires. Si vous pouvez dire quelque chose de ce que je vais remarquer. Vous avez dit quelque chose sur ces questions de passage à l'acte et il y avait la question de s'il y a un psychotique ou il y a un criminel. Et j'ai trouvé le texte très intéressant à propos du délire, ces questions de comment sortir de délire, parce qu'on est dans votre texte la question de les structures psychiques. Donc, il y a des fanatiques, bien sûr, qui sont des psychotiques et qui sont dedans un délire. Et vous avez dit que dans ces questions, il y a les étiquettes et qu'il y a des problèmes à propos des gens qui vont faire des traitements pour les fanatiques et des structures psychotiques. Ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons, en tant que psychanalystes, aider un psychotique pour sortir du délire fanatique? Dans votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Traduzco. Le digo a Mary Letessier que me pareció muy interesante su texto, que habló sobre el pasaje al acto, que se preguntó si un psicótico es un loco o es un criminal, que habló de esta cuestión de los psicóticos y de los delirios psicóticos en relación a los fanáticos, que tenemos que ver que no es lo mismo un fanático desde la estructura psicótica, un fanático desde la estructura perversa o neurótica. Mi pregunta es, si tenemos un sujeto, estructura psicótica, que está en un delirio en función del fanatismo, desde nuestro lugar de psicoanalistas, ¿podemos ayudarlos a salir de ese delirio? ¿Qué es lo que ella puede decirnos en su experiencia? Allez-y, Mary. Alors effectivement, hein, c'est une vraie question. Moi, ce que j'ai tenté aussi de souligner dans mon propos, finalement, c'est comment, dès lors qu'il y a une désignation radicalisée, ça vient quelque part complexifier le travail dans l'appréhension même du patient. Et c'est un petit peu ce que je soulignais, c'est-à-dire que c'est comme si d'un coup,
on ne savait plus travailler réellement. Or, en tant que psychologue, en tant que psychanalyste, c'est pas quelque chose de nouveau de travailler avec des sujets effectivement délirants, psychotiques. Et je crois que parfois on en oublie un petit peu ce travail-là, c'est-à-dire que tout de suite c'est comme si on se faisait complètement happer quelque part par le discours et qu'on venait à chercher directement à travailler sur ce discours-là à partir de certaines méthodes, mais comme si d'ailleurs il y aurait une méthode type pour travailler sur la radicalisation. Moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas sûre, parce que finalement, c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que ça empêche complètement la rencontre avec le sujet et ce qu'il a à nous dire aussi de sa problématique subjective. Donc je crois qu'avant tout, c'est comment on travaille le soin en réalité, la vraie question. Comment on travaille le soin, comment on travaille aussi la liaison avec les institutions de soins et qu'on arrive aussi à considérer le discours du patient au-delà justement de cette étiquette de radicalisé, et qu'est-ce qu'on a à entendre finalement oui, de comment les choses viennent s'intriquer pour lui. Donc je crois que c'est pas tant comment on travaille avec la radicalisation ou le fanatisme chez le sujet psychotique, mais comment on travaille en réalité avec un sujet psychotique. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ça que j'essaye d'amener. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose des fois qui empêche la rencontre, justement. Et c'est ça qui peut être problématique dans la clinique. En tout cas, c'est ce que j'ai pu rencontrer dans différentes occasions en travaillant dans les dispositifs dédiés. C'est que dès lors que voilà, j'ai quand même été confrontée à des patients qui étaient très en souffrance et ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, c'était une hospitalisation. Il y avait voilà, une symptomatologie parfois très bruyante d'ailleurs, et je me retrouvais dans des dialogues avec les professionnels des services de psychiatrie qui me disaient « Ah non, on est dans du politique, on est dans du religieux, c'est pas notre travail ». Et ça, c'est un vrai problème en réalité, je crois qu'il faut souligner, puisque ça vient complètement masquer finalement quelque chose de la dynamique du symptôme. Et je crois que là-dessus, c'est vraiment fondamental de pouvoir réfléchir à ces choses-là. Bon, alors c'est pas des choses dont j'ai parlé, mais c'est des choses dont j'ai été confrontée. D'avoir voilà, des patients hospitalisés en psychiatrie ou suivis par des CMP avec par exemple des appels des renseignements ou de la police pour savoir est-ce qu'ils étaient bien là. Un patient qui sort d'une hospitalisation d'office en psychiatrie et où c'est la police qui vient le chercher à la porte de la psychiatrie, de l'hospitalisation, pour le remettre en garde à vue. Et ça, je pense que c'est compliqué dans le travail de tissage qu'on essaye de faire en tant que professionnel. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est compliqué pour le patient qui ne comprend plus rien en réalité. Il ne comprend plus rien du coup. Et c'est en ça cette question, s'agit-il du criminel ou du fou? C'est-à-dire que ça vient aussi finalement avoir des réels effets sur les patients. Et je crois que ça, c'est important qu'on puisse voilà, travailler sur ces questions-là. Oui, tout à fait. Je trouve également que c'est très important ce que vous dites, et c'est pour ça la question, parce que aussi ici en Espagne, on regarde comment il y a, je veux dire, quelque chose comme des préoccupations. Il y a une problématique de la peur. Il y a la peur. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que moi, je vois aussi dans les supervisions, il y a la peur, même des psychanalystes qui... il y a les analysants dans son bureau et commence à parler quelque chose de fanatisme, quelque chose même de jouissance mystique. Et il y a la peur avec ça. Voy a traducir. Dice,
Mary que ella piensa que es muy importante hablar lo que tiene que ver con la designación de la radicalización, porque es algo mucho más complejo a nivel del problema de los delirios o de la estructura psicótica. Lo que ella considera es que de golpe nos damos cuenta que no podemos trabajar realmente con este tipo de sujetos, porque los sujetos en sí son psicóticos y pueden tener delirios y eso no es nada nuevo, pero es como si en el momento en el que empiezan a hablar de fanatismo nos olvidáramos de este discurso del delirio psicótico y entonces empieza a haber una preocupación y empieza a haber una carga a nivel de esta situación de radicalización o de fanatismo. Y entonces el reencuentro no es con un sujeto psicótico que tiene un delirio, que es lo que tendría que ser nuestro trabajo, sino que es un reencuentro con algo que tiene que ver con el lazo con instituciones consideradas como radicalizadas. Y entonces existen personas que nos dicen, por ejemplo, psiquiatras, que no es un trabajo nuestro, que es un problema político o es un problema de la policía. Y entonces allí nos vamos dando cuenta de que los sujetos psicóticos que tienen el delirio, que necesitan hospitalización, y algunos de ellos que tienen síntomas que están ocultos o están enmascarados, no podemos reflexionar alrededor de eso porque todo el mundo está concernido y se siente de que va a haber un problema, que tiene que venir la policía, que tienen que vigilarlos. Y entonces esos pacientes en realidad no comprenden nada, se les identifica con criminales o con locos, y eso es lo que yo quise decir en mi texto. Merci beaucoup, chère Mary. Je vais passer maintenant à Mathilde n'est pas là, non? Attendez. Alors, je vais passer à Dina. Dina, vous avez dit dans votre magnifique texte quelque chose sur les pensées fragmentaires. Et j'ai trouvé très intéressant la question de l'écriture et des fragments à propos de refus et ces questions de création qui est le fragment de l'écriture. Et quelque chose que vous avez dit que ne définit pas, ne fixe pas. Et puis ce que je trouvais plus intéressant, c'était la remarque que vous avez faite sur la sœur de Nietzsche, parce que je vais vous dire que je viens d'écrire un roman qui s'appelle Anti-Hermanas, on peut traduire Anti-Sœur, et il y a une remarque aussi sur la sœur de Nietzsche que vous avez fait sur ces questions de la volonté de pouvoir et comment elle a été distorsionnée et quand on met ça hors du contexte, des fois on peut trouver une idéologie nazie par exemple. Et il y a là l'interprétation que vous avez dit avec l'inconscient que c'était une thèse ou bien avec l'inconscient mais sur la place de l'hypothèse. Donc, ma question est la suivante. Si on a une interprétation avec l'inconscient depuis une thèse, on peut dire qu'on est dans le champ peut-être de la vérité ou peut-être du scientifique, quelque chose que par exemple moi, que je suis d'une formation de médecine, je trouve des fois beaucoup de problèmes avec certains collègues qui sont des psychiatres ou des médecins qui ont toujours le besoin, la nécessité d'avoir les diagnostics, d'avoir la vérité, d'avoir la thèse. Et nous, dans la psychanalyse, c'est vrai que nous avons l'hypothèse, donc ça veut dire quelque chose du côté de l'éthique et pas de la vérité, ou comme Lacan dit, j'ai dit la vérité mais pas toute. Donc dans cette pas toute, on a précisément la possibilité de la création de l'inconscient. Alors, est-ce que dans les fanatismes, dans les sujets qui ont la tendance, je peux dire, fanatique, est-ce qu'il y a quelque chose de cette vérité absolue que peut-être vient imposer ou transmettre
du discours ou de les écoles, avec cette tendance de la vérité absolue, c'est peut-être quelque chose comme pour réorganiser le chaos. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, perdón, voy a traducir. Yo le digo a Dina que ella ha traído lo del pensamiento fragmentario, que me ha parecido estupendo porque tiene que ver con la escritura, tiene que ver con este pensamiento del fragmento, en donde se rechaza, dice ella, donde hay un vacío de lenguaje, en donde ella dice que la escritura no define, no fija, y que me parece súper interesante porque da paso a la creatividad y a la creación, que es justamente desde nuestras escrituras. Ella habla de la hermana de Nietzsche, en donde dice que la voluntad del poder fue tomado desgraciadamente por la ideología nazi con una distorsión, en donde no era lo que Nietzsche estaba escribiendo, sino lo que la hermana, fuera de contexto, llevó para que fuera esto tomado por los nazis. Ella habla de que la interpretación con el inconsciente puede estar del lado de la tesis cuando tenemos una verdad absoluta. Yo le digo que como yo vengo de una formación de medicina, gran parte de mi problemática con algunos de mis colegas tienen que ver precisamente con lo científico, que está del lado de los psiquiatras, que está del lado de la ciencia, y que lo nuestro, que es el psicoanálisis, más bien estaría del lado de la hipótesis, de la ética, de esta verdad, no toda de la que habla Lacan. Entonces mi pregunta es, cuando tenemos un sujeto fanático con la tendencia al fanatismo, ¿necesita la verdad absoluta este sujeto para poder organizar cierto caos que tiene en su mente? Et il est de cet ordre-là et doit le rester. Donc qu'est-ce qu'il a fait finalement Freud? Bon, il n'a pas découvert l'inconscient Freud, hein, mais une méthode. L'inconscient a toujours existé. Il suffit de lire les poètes, on voit bien qu'on a toujours eu cette intuition-là. Mais qu'est-ce qu'il a continué à faire? Ce qu'il a dit, c'est qu'il existe peut-être un savoir ainsi, ça reste une supposition. Et quand on voit les choses comme ça, quand on se met de ce côté-là, on va justement éviter il ne faut pas oublier que l'analyse n'interprète pas et de tomber dans ce type de piège. Ça, c'est une dérive qui peut exister au sein même de la psychanalyse. Je ne parle même pas des autres courants de l'égopsychologie. Le fanatisme, est-ce que c'est un retour de là? Oui, bien sûr. Ils disent la vérité parce que le chaos est insupportable, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est que lorsqu'on voit l'histoire du XXe siècle et la montée du nazisme, du fascisme, etc., il ne faut pas oublier que parallèlement au niveau du savoir, il est plus grand au XXe siècle, que ce soit en musique, en art, dans le domaine de l'art, la musique par exemple, la musique bruitiste, dodécaphonie, etc. L'art avec le collage, avec c'est surtout avec tout le courant des Russes suprématistes, etc. Dans la littérature, l'esthétique du fragment, les poètes et les écrivains que j'ai cités. Bref, en tout cas, c'est-à-dire parallèlement à la dimension politique, à la santé du fascisme et de toute forme de totalitarisme, il y avait parallèlement au niveau du savoir une déconstruction de l'impunité formidable. Et on a vraiment, je pense que c'est le siècle le plus fascinant à ce niveau-là qui existe. Ce qui me fait peur, c'est qu'à partir alors j'aime pas faire une analyse chronologique, mais disons fin 20e et le début 21e, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est qu'au niveau du savoir qui est en train de se faire, on vise de nouveau l'unité. Et c'est là où on a assisté à la montée donc par exemple, dans le courant analytique, c'est la montée de tout ce qui est scientifique, égopsychologie, etc. Hypnose, ça revient, alors ça avait disparu. Dans les sciences humaines, tout le courant scientifique, que ce soit en histoire, en sociologie, etc., même en art plastique, c'est une pensée qui est une forme de pensée tous.
Au niveau des causes, ce que Thierry a présenté, c'est quel est le problème de toutes ces causes-là, qu'elles soient féministes ou tous les courants néo-caucasiens et compagnie. Quel est leur problème à ces gens-là? C'est qu'ils sont du côté du tout savoir et non pas du côté du pas tout. C'est-à-dire là, au niveau du savoir, toute la dimension indicible, bien sûr qu'elle existe toujours, il y a toujours des chercheurs qui travaillent de cette façon, sur cette posture-là. Attendez un petit peu. Est-ce que vous pouvez parler un petit plus doucement, s'il vous plaît, parce que c'est très vite. D'accord. Okay. Merci. D'accord. Ce que je disais, donc, ce qui se passe au niveau du savoir et du militantisme et des causes, c'est qu'on est en train de se mettre du côté dans le tableau de l'affectuation, on n'est plus du tout du côté du pas tout, mais on est du côté du tout. C'est pour cela que... Du côté de quoi? De l'inverse, le tout savoir, le réhabiliter l'unité, le réhabiliter la vérité, tout fait signe. Et c'est en cela que de la fin 20e et début 21e, c'est une intuition, après il faudra creuser cette question, se distingue du 20e, qui lui, malgré tous les dangers qui étaient politiques, qu'on était en train de vivre, il y avait quand même parallèlement des révolutions de la pensée qui étaient en train de se faire, qui étaient extraordinaires. Là, on ne voit plus trop ça. Et c'est ça qui est inquiétant. Donc, c'est-à-dire, il se peut, on est en train, moi j'ai cette impression-là, d'assister un peu quand même à la mort du langage, car on est en train, dans toutes les, majoritairement, parce que des minorités qui ont d'autres formes de pensée existent toujours, heureusement, on est en train d'assister un peu à la disparition de la dimension indicible du langage, c'est-à-dire du savoir intime, de l'inconscient. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Bueno, ella dice que esto que habla sobre el saber en psicoanálisis, tenemos que tener cuidado para que no caigamos en el psicoanálisis aplicado. Va a haber una serie de corrientes psicoanalíticas en donde nos van a separar de lo que implica lo que yo he querido escribir en este texto de fanatismo. En realidad lo que hay es una verdad que puede ser insoportable y hay un paralelo en relación a lo que llamaríamos la gran revolución, porque esto que he hablado de la literatura, de los poetas, tiene un paralelismo con lo que también pueden hablarse en la política o incluso en la ideología de los fascistas, porque todo saber va a tener una llancia, como lo vemos en las fórmulas de la sexuación desde Lacan, que podemos ver que allí es en donde queda integrado lo del no toda y que esto es lo que tendría que ver con el saber inconsciente que se distingue paralelamente de esto que hablo de la revolución, porque tendría que hacerse una remarca extraordinaria en relación a lo que implica la muerte del lenguaje. Mayoritariamente esto es una dimensión que tiene que ver con el saber inconsciente y que es lo que me parece más peligroso de todo. Merci beaucoup, Chervina. Maintenant, je vais passer à Melinda. Melinda est là? Oui. Melinda. Melinda, vous avez parlé à propos de la violence. Moi, j'ai trouvé très intéressante cette question de la limite de la jouissance, où vous avez dit que Freud nous amène à cette question de renoncer à la jouissance et renoncer aussi à la question de la civilisation. Mais il y avait ces questions de négation de la légitimité où il y a la position de l'autorité, comme cet auteur que vous avez dit, Lebrun, dans cette position exceptionnelle. Donc, ma question est la suivante. Je trouve que dans les moments où nous vécons, c'est un moment difficile à propos de tomber le patriarcat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pros
ça je dis un petit peu. Traduzco, le digo a Melinda que su texto me pareció muy interesante en relación a lo que habla de la violencia. Ella dice que la violencia es porque no podemos limitar el goce. Freud nos habla de una renuncia al goce, nos habla de una renuncia en la civilización y nos habla también de la negación a la legitimidad. Nos habla de la posición de la autoridad como este autor que ella va a mencionar, que es Lebrun, en donde habla de una posición excepcional. A mí me parece que en los momentos actuales que estamos viviendo tenemos muchos pros en relación a la caída del patriarcado, pero yo haciendo un paralelismo con lo que Thomas Boubaquier ha dicho de los pros y los contras, yo creo que también hay contras, porque en el momento en el que cae el patriarcado, vemos que puede convertirse en una anarquía y que en muchas ocasiones los sujetos que no se sostienen psíquicamente porque haya una autoridad, entonces como que hay un caos que produce mayor problemática y mayor sufrimiento. Me gustaría que ella pudiera ampliar un poco lo que tiene que ver con esta problemática de la caída del patriarcado y la falta de sostén en el sujeto. Allez-y, ma chérie. Oui, merci. Merci pour votre question. En effet, c'est toute la difficulté de parler de la question de l'autorité aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'autorité, effectivement, on pense, et quand on parle du père et de la figure du père, on pense au patriarcat et on va dire aux aspects excessifs du patriarcat. Et il y en a eu, et il y en a encore. Enfin, bon. Et justement, tout le problème aujourd'hui, là, pour rejoindre la question des discours qui a été mobilisée par plusieurs intervenants, on en arrive à justement l'absence de dialectique. On est soit pour, on est soit contre, etc. Et on est coincé dans ça. Et on voit bien que dans un certain nombre de débats, on ne peut plus penser la question de l'autorité sans soutenir finalement la tyrannie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans être accusé de soutenir des positions extrêmes, de la même façon que si on veut défendre les femmes dans la société et une forme d'altérité comme ça qui émerge là et qui commence à produire dans le social des postures d'autorité chez les femmes, et ben dans ces cas-là, si on défend ça, on est féministe et pas autre chose. Et finalement, la question de l'autorité est réduite à du... et il y a un défaut de repérage. Je dirais c'est comme si on avait du mal à se repérer dans les discours. Hein. Donc, on est obligé de les traduire de manière un peu binaire, etc. Donc, si on dit que si on travaille sur telle question, notamment la question des violences policières, vous voyez qu'on peut entendre des deux façons. La violence des policiers à l'égard des individus, enfin, ou des manifestants en groupe, et puis les violences que les policiers aussi disent vivre. Enfin, il y a comme vous voyez, une radicalisation des positions. On peut dire que ce soit pour les violences policières. Thomas Boubaquier a écrit à propos de les pros et les contras, et il a dit quelque chose sur la radicalisation à propos de... tu as dit quelque chose sur que nous avons un autoplaisir et qu'il y a un objet de désir qui va à être des phénomènes régressifs. Donc, pour moi, ces questions de les phénomènes régressifs où tu as parlé, même que tu as dit aussi quelque chose de la mère et de venir ou revenir à cette régression à propos de cet autoplaisir en disant quelque chose comme auto-érotique. Et dans cette question que tu dis, le digo a Tomás que con su texto sobre los pros y los contras me hizo pensar del goce místico, este goce del que habla Lacan en el Seminario 20 como un otro goce, el goce femenino místico, en donde tenemos algo del orden de la radicalidad. Mi pregunta en relación a lo que él hablaba sobre el autoplacer y algo del objeto del deseo
en donde hay fenómenos de regresión, a mí me hizo pensar en un analizante que tengo que se coloca desde su punto de vista en un goce místico. Entonces yo pienso y me hago la pregunta, ¿es acaso el fanatismo algo que podemos vincular con el goce místico? Oui, c'est une question très très intéressante. En effet, si on définit la radicalisation comme la continuité d'une jouissance d'un objet commun, c'est-à-dire qui n'est plus momentané autour d'un rite qui fait social, qui fait société, qui fait groupe, qui est même sa raison d'être, comme le 14 juillet ou la Gay Pride ou l'acte sexuel, dans lesquels l'individualité s'abrase au profit d'un groupe qui fait véhiculer des affects euphoriques, comme on peut aussi voir dans un match de foot, me paraît en voie de radicalisation très très forte. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je lui ai demandé de fermer les yeux et de me dire qui était Dieu, il est franco-américain et il m'a dit shit, it's my mother. Ok, merci beaucoup, cher Tomás. Me dice Tomás que en efecto hay un goce en esta radicalización, que hay una continuidad del objeto A. El objeto A común que hace lazo social, y esto le va a dar la razón de ser. Para que haya subjetividad, por ejemplo, los sujetos que se unen a grupos y que encuentran su lugar, entonces ellos van a cometer ciertas cosas comunes, el acto sexual, por ejemplo, en el que el individuo aprovecha eso que tiene que ver con el grupo, vehiculiza el deseo, lo que tiene que ver con las familias, con el lazo social. Esta continuidad es hacer el objeto A común, es como el balón en el fútbol, hay una integración, entonces el objeto A pasa a ser un objeto A que se integra de manera común. De esta manera, el lado está enteramente del deseo que tiene que ver con una sociedad a nivel de lo común. En el místico, en cambio, la relación es una relación íntima con Dios. Aquí va a haber algo del orden de la radicalización, porque en la estructura esencialmente tenemos un beneficio que procurar a nivel de esa misma estructura. Es algo que tiene que ver con lo cotidiano, y yo diría que es la misma regla la que vamos a tener, porque lo que ocurre aquí es el entusiasmo. El entusiasmo tiene el origen de la palabra teo y la palabra yo, sería Dios y yo. En ese sentido, como yo lo dije al final de mi texto, hay un efecto maníaco. La incorporación del objeto A común va a traer la pérdida de la subjetividad. En cambio, en el místico lo que hace es buscar vivir para esa relación particular. Es un estado maníaco, un estado que puede llegar a ser bastante peligroso porque no hay una integración ni un grupo. El objeto de deseo A está encarnado en algo que tiene que ver con ese Dios y no hay una recuperación de la subjetividad. Es importante ver la diferencia porque en este sentido hay un defecto en el discurso y hay algo que tiene que ver con la posición de ese sujeto en relación a Dios. Puedo decir, como hace poco me lo encontré en boca de un paciente que se dice a sí mismo místico, que hay algo del orden de la relación entre la madre y el hijo. Este paciente dice que está radicalizado y está metido en la doctrina del evangelismo. Entonces él me habla de buscar algo que no encuentra en relación a la secta en donde él vive, pero habla de que tiene una relación muy íntima con Dios, muy místico en estado puro y en estado fuerte. No obstante, yo le digo que cierre los ojos y que me diga quién es Dios, y él lo que me contesta es mierda. Merci beaucoup, cher Tomás. Et je vais finir. Mierda, mi madre. Mierda, mamá. Lo que vi fue la madre. Oh, shit, my mother. Mierda, mamá. Lo que dijo es, oh, mi madre.
voy a pasar a Thierry. Ok, Thierry, yo encontré tu discurso muy interesante. Quiero agradecerte mucho el ser nuestro invitado de honor en este evento que estamos haciendo. Me ha parecido muy interesante todo lo que has plasmado. Y yo quisiera comentar esto que tú hablas en relación a lo del fanatismo y el goce de la superstición. Tú comentas que para acceder al goce tenemos que perder algo, para acceder al lenguaje tenemos que perder algo que tiene que ver con el goce y con el objeto del deseo. Y en ese sentido el exceso del goce va a ser algo que tiene que ver con el rechazo a la alteridad. Tenemos que liberar el exceso de goce y tenemos que erradicar la alteridad. Y tú en ese sentido vas a hacer esta innovación en donde vas a hablar del fantasma al furor, en donde lo que yo entiendo es que hay algo que tenemos como que visualizar en relación a lo que tiene que ver con la autoridad. En ese sentido me gustaría ver si puedes extenderte un poco más sobre este recorrido del fanatismo al furor. Cher Thierry, je veux te dire qu'on est très content de t'avoir invité d'honneur, ton texte est très magnifique. Je voudrais faire quelques remarques. Tu as dit à propos du fanatisme qu'il y a une jouissance de la place de la superstition. Moi, je trouve ça très intéressant à propos de religion et tout ça qui est dans l'obsessionnel, par exemple, toutes ces questions de la superstition. Et puis tu as dit que pour pouvoir accéder à langage et aussi à l'objet du désir, il faut perdre quelque chose de la jouissance et de l'excès de la jouissance. Dans notre mot, c'est refouler ou pouvoir faire quelque chose de l'altérité. On doit libérer l'excès de la jouissance pour éradiquer l'altérité. Dans ces questions et dans ces parcours, tu as alors mis le fanatisme et faire un passage du fanatisme à fureur. Moi, je trouve très intéressante cette question du mot fureur. Et tu as dit qu'il y a quelque chose qui doit tomber de l'autorité à propos du fureur. Est-ce que tu pourrais t'extender dans ces questions, s'il te plaît, du passage de fanatisme à fureur? Est-ce que tu es là? Oui, si. Oui. J'appelle le micro que j'ai coupé. Vous parliez tout à l'heure avec Thomas de la jouissance de la mystique dont là qu'on parle dans le séminaire 20. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque la mystique jouit, elle ne jouit pas de l'objet A, elle jouit du manque. Et c'est ça qui est intéressant avec ce que la jouissance de la mystique a d'absolument inattrapable et indécidable. Quand on lit ce que Janet observait, il était fasciné par... Dice Thierry que él quiere hacer unas remarcas en relación al goce místico y el fanatismo. En el goce místico, lo que va a gozar el místico es de la falta. Aquí observamos cómo estos místicos están fascinados en ese gozar delante, por ejemplo, en ese paciente que goza, pero goza de la falta. Es una gran histérica que está gozando de un gran otro en esa instancia superior, pero que lo que toca siempre es la falta. Hay un goce de esa falta en relación precisamente a la parte divina. En cambio, esto no pasa en el fanático. En el fanático, en esas personas que masacran a la gente, lo que tenemos es más del orden del furor, como lo marca el filósofo de Lumière. Hay algo habitado por algo que tiene que ver con una cosa que no tiene que ver con la falta. En ese sentido hay la diferencia con el místico, porque Dios es una figura que está sostenida no en una función paterna, sino en una falta. Y en el fanático no está esa figura paterna. Hay algo que está fuera de la autoridad y hay algo que está en un exceso, en donde no se goza de la falta, sino que no existe la función paterna. Ok, merci beaucoup, cher Thierry, pour les remarques. Et maintenant, je vais passer à public, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Sí, creo que Estrella levantaba la mano.
Adelante. Sí, yo quería hacer dos apreciaciones. Por un lado, la idea de que igual que hay psicóticos que las adicciones les sujetan, yo creo que puede haber también grupos fanáticos donde ante la caída del patriarcado, esto que hemos hablado de que se caen las lógicas de la sociedad moderna, disciplinaria, diría Foucault, en una sociedad ya posmoderna, ante esta caída y necesidad de otro cierto orden que se imponga, buscan estructuras con mucho orden, con jerarquía, con mucho carisma, muy marcadas, donde quizás algunos sujetos psicóticos se sujeten. Y por el otro lado, con esto que hablabais del furor del fanático, yo también creo que en el acto asesino, en el acto terrorista, quizá también hay una forma de trascender, de escapar del anonimato. Nada más. Gracias, Cristina. Gracias. Voy a traducir, Estrella. Me gustaría comentar que como ya vamos a pasar a la segunda mesa, quisiera yo que aprovecháramos a nuestros colegas franceses por si tienen preguntas dirigidas a ellos, que utilicemos este momento para eso, y los que quieran hacer comentarios en general podemos dejarlos al final de la mesa, si les parece bien, cuando quizá los colegas franceses tengan que irse. Ahorita aprovechemos que estamos teniéndolos todavía en online para poder hablar directamente con ellos. Je dis que si vous êtes d'accord, on va laisser cet espace aux collègues qui veulent demander quelque chose aux collègues français ou faire des commentaires aux collègues français. Et les collègues qui veulent faire des commentaires d'autres, on va les laisser à la fin de la table, la 12e table, parce qu'on veut profiter que les collègues françaises ont maintenant online. Peut-être ils vont laisser l'événement après parce qu'ils ne comprennent pas l'espagnol. Donc, on va profiter qu'ils sont là. Adelante, Adriana. Adriana, como tú haces los dos idiomas, je t'en prie de dire en espagnol et puis en français parce que tu parles toutes les deux langues. Ok. Es una pregunta para Tomás, otra pregunta para Thierry. La pregunta para Tomás tiene que ver más con el aspecto de la metodología o el aspecto de la investigación a propósito de la radicalización. Et je vais faire deux questions, une question pour Thomas et une question pour Thierry. La question pour Thomas, ça concerne la méthodologie de la recherche. Et la question pour Thierry, c'est une question concernant la couleur. Para tomar los por y los contra del uso de la radicalización, piensa que esta sola palabra es un abuso cuando se quiere distinguir el fanatismo religioso, la violencia extrema. Piensa que es un abuso de la misma manera que es un abuso, por ejemplo, el término de sublimación para poder explicar las razones del arte, por ejemplo, los artistas hacer uso de ese solo concepto que ya se vuelve algo abusivo. Se la hago entonces ahora en francés a Tomás, no sé si comprendió mi espagnol, se la voy a decir ahora en francés. Est-ce que vous croyez que le terme radicalisation devient un terme abusif concernant la méthodologie de la recherche? Et moi, je fais la comparaison avec le terme de la sublimation dans l'art. Parce qu'il y a des gens qui font appel à la sublimation pour expliquer l'artiste. Et donc, est-ce que vous croyez que ça devient complètement abusif de faire usage d'un seul terme pour expliquer un comportement de l'extrême, par exemple, dans la religion? Oui, bonsoir Adriana. Pour moi, ce terme ne doit pas se cantonner évidemment à la religion, à
au fanatisme, le fanatisme, c'est ce qui signe la fin de la radicalisation, enfin l'extrême de la radicalisation. Je pense que ce mot radicalisation me paraît très important parce que son suffixe permet de comprendre une évolution. Et ces points d'évolution peuvent nous permettre de mieux saisir à quel point A propósito de la diferenciación, sé que hay que tener mucho cuidado con estos dos términos del uso de la radicalización, porque tiene que ver algo con la felicidad y el uso del sentimiento maníaco. Una cosa es radicalizar, que le parece que es un término que hace referencia en sus raíces a todo lo que es la radicalización. Entonces, dice que no le parece que sea al final un término completamente abusivo. Ahora paso a Thierry Lamotte. Cuando habla de furor, ¿dónde está? Es que no podría entenderse el furor como una exacerbación del fanatisme. Voilà, ouais, en français. Concernant le sujet du furor, est-ce qu'on peut pas dire que la fureur c'est une exacerbation du fanatisme? Oui, j'ai beaucoup aimé ta comparaison, Adriana, entre sublimation et radicalisation. D'un côté, on a le traitement comme ça, on a une modalité de traitement de cet excès qu'est la pulsion, et qui mène finalement qui permet de faire lien social. C'est-à-dire que ce qui est asocial, la pulsion, par exemple, la pulsion sexuelle, la sublimation lui donne un traitement pour qu'à l'aboutissement, à l'arrivée, quelque chose se retisse, se renoue au niveau du lien social. La radicalisation, c'est comme si c'était... Es que dice que me parece interesante la comparación que se hizo entre la sublimación y la radicalización, esta analogía, digámoslo así, que tiene que ver entonces allí con un exceso que es la pulsión sexual y la sublimación de un tratamiento que se hace en el tejido social, y la radicalización como un fracaso de ese fantasma, digamos. Y dice que la sublimación es una forma de exceso de tratamiento que provoca ese pasaje al canal. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a pasar a nuestra segunda mesa. Agradecemos a todos los participantes franceses. Merci beaucoup, tous les collègues français qui ont été là avec nous. Ça a été vraiment magnifique pour nous et nous sommes très contents. Nous espérons de travailler ensemble encore plusieurs fois. Et je vais passer à la 12e table. Empezamos con la coordinación que va a darme el apoyo Estrella Romeralo. Antes de iniciar la mesa, quiero agradecer profundamente a todo el equipo de LATE por la coordinación, por haber pasado los textos en pantalla, a nuestro querido Sebastián Gutiérrez, por todo lo que me han apoyado en este evento, porque no es evidente, es muy complicado, a todos los que han estado y se han conectado. Je veux dire merci tout l'équipement de LATE pour la coordination, pour la traduction, pour le partage en texte de l'écran, a Sebastián Gutiérrez. Maintenant, je dis merci aussi a Estrella por continuar la coordinación de este evento. Estrella, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con la segunda mesa y vamos a empezar con México. Hemos tenido algunos problemas de conexión, por eso vamos a adelantar las participaciones. Sebastián no ha podido conectarse y tenemos a Michelle Montalegre, que tiene algunas dificultades de conexión, y vamos a intentar darle paso más adelante. Entonces tendríamos el placer de presentar a Mauro Cruz. No sé, Mauro, si me escuchas, si podrías. Hola, hola, claro que sí. Bienvenido y un placer darte la palabra. Ay, muchísimas gracias. Un segundito, preparé un trabajo.
para esta ocasión, al que he titulado Indagaciones psicoanalíticas sobre el fanatismo, y me concentro particularmente en la idea de culpa. Me resuena mucho lo que aquí se ha dicho, espero que en algo también suene de lo que traigo. Comienzo con estas palabras de Francisco Pereña, que dice que la ligación entre Dios y sujeto es tan estrecha que Dios es la única y verdadera certeza del hombre. Bueno, tomo prestadas algunas palabras de la película Plegarias para Bob, porque como nos dice Pomier, las historias del cine siempre llevan consigo un enigma y su obviedad siempre deja un residuo. De ahí, me parece que nos dejen intranquilos y con interrogantes. El arte en general, el cine en sus particularidades, es un recurso que tenemos para hablar de psicoanálisis. Nos dice Cristina Harker en la introducción del libro Cine y Psicoanálisis. Ahí mismo nos recuerda que Lacan habría dicho que el artista le lleva la delantera al psicoanálisis, además de que no se trata de aplicar el psicoanálisis al arte, sino que este es el que tiene aplicaciones a la teoría psicoanalítica. Aunque por ahora la intención es realizar algunas indagaciones sobre el tema que nos convoca. La homosexualidad es un pecado. Los homosexuales están condenados a vivir una eternidad en el infierno. Si quisieran cambiar, podrían ser curados de su maldad. Si se alejan de la tentación, podrían ser normales otra vez. Si tan solo lo intentaran con mucha más fuerza. Se trata de Mary, madre de Bobby, en quien se expresa un discurso religioso que niega y condena la homosexualidad de su joven hijo. Para ella no hay duda de que Dios puede sanar a Bobby, porque no puede permitir que su familia no esté junta en el reino de Dios. Por tanto, no pueden pecar así, pues la homosexualidad es algo que la Biblia, nos dice ella, llama abominación. Si un hombre duerme con otro hombre, merecen la pena de muerte, lo dice citando la Biblia. En su afán de curarlo, la Real Academia de la Lengua Española define el fanatismo como el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Cuando citaron la definición de fanatismo en la enciclopedia de Diderot, me parece muy, muy interesante, que podría ayudarme a implementar esta idea. Pero esta postura desmedida en la defensa de las creencias y opiniones no solo es un acto voluntario y libre, está promovido y condicionado históricamente.